des stimulations. Merci Emmanuel. Merci. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, on va faire pas mal de questions. Donc si vous pouvez participer, c'est l'idéal. Et puis aussi en ligne, normalement, il y a des sondages pour les gens en ligne. On va voir si ça fonctionne. Donc je vais vous présenter un premier cas. Donc sur le dossier du couple, c'est une patiente qui a 37 ans. Donc elle n'a pas d'antécédent familial, elle est nulligeste nullipare. Elle a une hépatite B chronique dont elle a repris son suivi récent. Et elle vous a ramené pas mal d'examens sur son hépatite B, sa charge virale récente, son échographie et son fibroscan qui sont récents aussi, une écho abdominale normale et surtout un bilan biologique et surtout son courrier de son hépatologue qui indique que c'est un portage chronique. Il indique aussi la surveillance de la charge virale tous les 3 mois puis tous les ans si tout va bien. Et il vous donne, enfin il indique qu'il y a un accord de grossesse avec un suivi rapproché pendant la grossesse et de prévoir un vaccin du nouveau-né à la naissance. Pour son conjoint, quand vous faites le bilan, il n'a pas d'antécédent familial ni d'antécédent médical, mais par contre, il a une azospermie sécrétoire qui a été diagnostiquée il y a plusieurs années en 2014, pour laquelle il avait fait une biopsie testiculaire qui avait montré une absence de spermatozoïdes retrouvés. Alors, je ne sais pas dans quel contexte il avait fait cette biopsie, mais en tout cas, depuis, il sait qu'il a une azospermie qui est connue et ils viennent vous consulter parce qu'ils ont un désir de grossesse depuis 9 mois. Donc, première question, quels examens complémentaires vous pouvez proposer à ce couple qui vient vous voir et qui ont un désir de grossesse avec, au vu de ce qui vous amène comme examen et des choses que vous avez? Alors, ils peuvent vous... Là, s'il y a des sondages normalement. Donc, il y a plusieurs réponses qui sont proposées, effectivement. Voilà, tu peux les faire voter dans la salle si tu veux en attendant. Donc, alors, qui veut faire un bilan J3 avec des dosages hormonaux et un CFA? Levez la main dans la salle. Bon, tout le monde est Pas d'accord. mal. Un spermogramme, une spermoculture. Et une hystérosalpingographie. Bon, pas. Oui. Une mammographie. Personne dans la salle. Une hystéroscopie. Des sérologies pour le couple. Un test HPV. Ou un frottis cervico-utérin. Alors, je vous présente les résultats que nous on a eus et ce qu'on pense qui était bien de faire Ça marche pas. et pourquoi. Donc, effectivement, vous avez Le raison, je ne sondage, sais ça pas marche si pas. tout le C'est monde pas grave. ça a Il pas y a un fonctionné. petit. je- Mathieu, ils arrivent pas à répondre au sondage, c'est ça? J'ai l'impression. C'est pas grave, avance, Emmanuel. Bon, alors du coup, effectivement, c'est bien de faire un bilan J3 pour la patiente pour évaluer sa réserve ovarienne, donc de faire les dosages hormonaux et son compte folliculaire. Donc vous avez ces résultats-là, une FSH à 7,83, une LH à 3,84, un oestradiol à 28,2, AMH à 3,76 et il vous donne un CFA à 15. Pas d'autres éléments retrouvés sur l'échographie. Déjà, est-ce que son bilan vous paraît bien pour la patiente par rapport à son âge? Si vous êtes d'accord, relevez la main, ceux qui pensent que c'est plutôt un bon bilan. Ok, oui. Après, le comptage et l'AMH, ils sont quand même bons. Alors après, on n'a pas estimé que c'était la peine de refaire un spermogramme parce qu'il avait bien les documents qui montraient qu'il y avait une azospermie. Donc à part retrouver une azospermie, on lui a pas refait faire. On a fait une hystérosalpingographie pour la patiente pour être sûr qu'elle avait des trompes perméables, ce qui est le cas. La mammographie, elle n'est pas recommandée puisque c'est une patiente quand même qui est jeune et c'est pas dans les recommandations. Et on lui a fait une hystéroscopie, c'est ce qu'on fait nous toujours à Cochin avant de lancer des tentatives. Elle a un utérus normal. Et sur les sérologies, il n'y a rien de particulier à part que lui, il n'est pas immunisé pour l'hépatite B. Sachant que sa conjointe a un portage de l'hépatite B, il faut faire attention à bien le revacciner ou contrôler sa vaccination. Et pour le frottis ou le test HPV, donc les recommandations récentes, c'est effectivement d'avoir un frottis récent, enfin un test HPV récent justement. C'est plus recommandé de faire les frottis à partir de 30 ans, donc c'est test HPV et elle vous ramène un test qui est de moins de 2 ans qui est normal. Pourquoi on fait une hystérosalpingographie alors qu'il n'a pas de... Bah parce que ça dépend peut-être de ce que vous allez faire après comme tentative avec lui, avec elle, surtout, ce que vous allez prévoir. Si vous allez faire si peut-être vous allez faire une insémination, peut-être vous allez faire une FIV, peut-être une ICSI, donc
dans sur un des programmes, il y aura quand même besoin de savoir si ces trompes sont perméables ou pas. On en avait parlé en début de semaine. Quelqu'un avait posé la question sur le chat. Est-ce que ça vaut la peine de faire une hystérographie quand il n'y a pas de spermatozoïdes, quand il y a une indication de Dixie, par exemple, d'emblée? Donc, Pietro, vous avez dit que habituellement, on reste quand même systématique et on aime bien avoir l'info sur la totalité des causes d'infertilité. C'est ce qu'a dit Mathilde aussi. On essaie de faire un bilan global. Et donc, je m'intéresse quand même à la perméabilité à l'état tubaire de ma patiente. Notamment, si jamais elle a un hydrosalpinx, ça va avoir un impact sur votre prise en charge pour l'ICSI. Donc, c'est vrai que nous, on est assez systématique. Après, bon, tout est discutable. On essaye de faire le bilan complet du couple. Et donc, je vous ai juste, sur ce premier cas, remis des petits rappels, des choses que nous, on fait. C'est juste, voilà, pour la prise en charge du risque hépatite B, je pense que vous allez voir ça dans d'autres cours, mais nous, on fait un staff pour les risques viraux où, justement, on reprend tous les éléments du bilan de la patiente et du conjoint, et en particulier si elle a bien un suivi hépatique, si elle a une charge virale récente, un bilan biologique récent, une échographie hépatique, un test fibrose, et si de son côté à lui, du côté du conjoint, s'il est bien immunisé justement pour l'hépatite B. Et si elle a des traitements ou pas pour l'hépatite B, bien sûr. Et pour les tests HPV ou frottis, donc ça c'est effectivement les nouvelles recommandations. La patiente elle a plus de 30 ans, donc maintenant pour elle c'est test HPV tous les 5 ans, effectivement. Donc, deuxième question, qu'est-ce que vous proposez à ce couple comme prise en charge en AMP? D'emblée, est-ce que vous leur proposez plutôt une insémination intra-utérine, une stimulation simple, une ICSI-D, une ICSI avec conjoint, une FIV intraconjugale? Alors, ceux qui sont plus pour l'insémination, levez la main. Avec sperme de donneur, oui. Ok. Est-ce qu'il y en a qui voudraient plutôt faire une ICSI avec donneur? Alors, pourquoi vous ferez plus une ICSI, par exemple, avec donneur plutôt qu'une insémination? Par rapport à son âge. Après, bon, effectivement, là, en première intention, on va plutôt partir sur l'insémination, puisque cette patiente, elle n'a jamais été en contact avec le sperme de son conjoint, effectivement. Donc, a priori, on va d'abord commencer par des inséminations et passer dans un deuxième temps avec une ICSI avec sperme de donneur. Donc, bien sûr, oui, c'est du don, c'est une azoospermie. Donc, effectivement, ce sera une insémination intra-utérine, je n'ai pas précisé, mais c'est avec donneur. Bien sûr, la stimulation simple ou l'ICSI avec conjoint ou la FIV intraconjugale, c'est pas possible puisque lui, il a une azoospermie. Donc, on les prend en charge pour faire une insémination. Les protocoles d'insémination, je pense que vous les avez vus ce matin. Donc, on commence avec du Purégon à 50 qu'on met à partir de S4 et on la voit en général, J4 par rapport aux règles. Et du coup, on la voit en général un peu plus tôt. Là, on l'a vue à S11. Alors, peut-être qu'elle n'était pas disponible à J11, oui. Peut-être qu'elle n'était pas disponible le week-end, donc on l'a vue le lundi. Et à son échographie, vous avez sur l'ovaire droit un follicule à 17,5, un follicule à 14,5, un endomètre à 9, les autres follicules y sont petits, et l'œstrogène est à 430, LH à 7,2, progestérone à 0,5. C'est bon, tout le monde a vu. Qu'est-ce que vous proposez à la patiente quand vous vous retrouvez avec cette échographie et sa prise de sang? Est-ce que vous... J'ai entendu déclenchement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de poursuivre le traitement et de la revoir dans 24 heures, à 48 heures? Ok, donc plutôt la majorité en déclenchement. Est-ce que vous la déclenchez pour dans 48 heures ou dans 24 heures? Pourquoi 24 heures? Alors, sur la question, c'est quand est-ce que vous faites l'insémination par rapport au déclenchement? Donc, là, est-ce que vous la déclenchez maintenant et vous faites l'insémination en gros le lendemain, ou est-ce que vous faites le déclenchement maintenant et l'insémination dans 24 heures, enfin dans 48 heures? 36, tu veux dire? 36 heures, oui. Là, 2 jours après. 36 heures, oui, 2 jours après, oui. Alors, moi, j'ai une première question dans la salle qui est: pourquoi a-t-on mis du Purégon à cette femme? Sous-entendu, pourquoi avez-vous pas fait un cycle naturel, c'est ça?
Bon, c'est une bonne question. Cette patiente, elle a des cycles réguliers. On pouvait envisager aussi de faire en cycle naturel. Ouais. Et après, comme je vous ai dit, si c'est une femme qui n'a pas de contre-indication à une grossesse gémellaire, que vous en discutez avec eux qui sont prêts à prendre le risque de grossesse gémellaire, on sait qu'en faisant une stimulation par gonado, si vous recrutez 2 follicules, vous avez un peu plus de chances que l'insémination marche. Donc c'est une discussion avec le couple sur est-ce qu'elle veut faire des injections ou pas, pour optimiser les chances que l'insème marche, mais les 2 attitudes sont effectivement discutables. Donc effectivement, on fait l'insémination, donc précisément c'est 36 heures après, hein. Quand j'ai mis 48 heures, c'était pour dire 2 jours après. Donc ça lui fait le déclenchement le lundi soir pour une insémination le mercredi, déclenchement à l'eau vitrelle. Il y avait d'autres questions à la salle. Sur- C'était pareil. Ok. Donc par contre, on a reçu ces résultats et ils sont revenus négatifs sur cette première insémination. Et alors, il y a un truc qui n'est pas affiché sur MediFirst. Vous vous rappelez, là, on est dans une stime par gonadotrophine. Donc, le jour de l'insémination, elle commence la progestérone vaginale pour le soutien lutéal. Donc, normalement, on lui dit de commencer le soir de l'insémination, comme on fait le soir de la ponction pour les FIV. Sauf que là, vous êtes à 200 mg le soir, 200 mg le matin, jusqu'au résultat du test de grossesse. Et après, vous pouvez continuer encore 2 mois si elle est enceinte. Et si elle n'est pas enceinte, elle arrête. Donc là, c'est juste un petit rappel sur le déclenchement. Donc c'est vrai que nous, on prend la taille, au moins un follicule compris entre 17 et 20 mm et un endomètre qui est en général supérieur à 6 mm. Et s'il y a 2 follicules, effectivement, c'est ce que disait Chloé, on s'assure qu'il n'y avait pas de contre-indication obstétricale pour une grossesse gémellaire et s'ils sont d'accord pour qu'il y ait le risque de grossesse gémellaire. Et s'il y a 3 follicules ou plus, on ne fait pas l'insémination et on propose de refaire un nouveau cycle, soit de réajuster la dose du traitement, soit de passer en cycle spontané si elle répond fort avec le traitement. Donc, pour cette patiente, ça avait quand même bien fonctionné, en tout cas le traitement pour l'insémination. Donc on a refait le même process sur un 2e cycle, où elle est de nouveau stimulée avec le purégon à partir de J4 et on la voit à J9. Et là, à votre échographie, vous avez un follicule à 17 à droite, une LH à 223, un oestradiol à 223, une LH à 5,6 et une progestérone à 0,3, un endomètre à 7,22. Donc c'est un peu la même question. Qu'est-ce que vous faites pour cette patiente? Bon, c'est assez facile avec ce cas-là parce qu'elle répond bien. Dès le premier contrôle, vous avez un follicule qui est mature. Elle a un bel endomètre aussi. Elle répond soit en monofolliculaire, soit en bifolliculaire. Donc il n'y a pas trop de doute à se poser. C'est le cas le plus classique. Donc tout le monde est d'accord qu'on la déclenche et qu'on fait l'insémination 36 heures après, donc 2 jours après. Et c'est tout récent, hein, elle vient de faire son insémination, donc on n'a pas encore les résultats de ses bêta-HCG pour cette patiente. Mais on va les avoir bientôt. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le premier cas clinique? Oui. C'est peut-être une question bête, mais est-ce qu'il y a plus de risques chez une patiente qui ovule spontanément, donc de la stimuler par gonadotrophine, est-ce qu'il y a plus de risques de syndrome d'hyperstimulation? En général, non. Ok. C'est pas lié au caractère ovulatoire ou non, c'est plus lié à sa réserve intrinsèque de base. Si tu as une réserve élevée, donc AMH et CFA élevée, que tu ovules ou pas, tu as effectivement risque de répondre en multifolliculaire plus important qu'une femme qui a une réserve normale ou basse, quoi. Mais c'est pas lié au caractère ovulatoire ou non chez ces femmes-là qui n'ont pas de pathologie ovulatoire. Par contre, si on décide de faire un cycle naturel, du coup, on fait quand l'insémination? Si on ne déclenche pas, du coup. Alors, chez nous, on déclenche même les cycles naturels, en fait. Donc, pour les cycles naturels, on la surveille aussi en faisant des échographies, des prises de sang, de monitorage, de suivi. Et quand on a un follicule qui est dans les tailles qu'on veut, entre 17 et 20 mm, un bel endomètre, on va déclencher notre patiente aussi pour programmer l'insémination en pratique. C'est pas forcément le cas de tous les hôpitaux, tous les centres, mais du coup, ils ont d'autres surveillances avec d'autres prises de sang, d'autres choses, et nous, on préfère les déclencher et faire l'insémination par la suite, même en cycle naturel. Ah, t'as une autre question, Chloé?
Si vous recevez une patiente en consultation qui vient avec un bilan d'azo à l'extérieur, vous ne refaites pas le bilan étiologique et vous essayez pas de... On va en parler après. Évidemment, pour dire qu'il y a une ASO, il faut 2 spermogrammes à au moins 3 mois d'intervalle, contrôlés. Mais vous allez avoir le cours demain sur les explos masculines. Mais bien sûr, si vous n'avez pas 2 spermogrammes montrant une azospermie à plus de 3 mois d'intervalle, parce que c'est le temps d'un cycle de spermatogénèse, vous ne pouvez pas dire que c'est une azo. Et puis il faut aussi que le spermogramme, il y a bien marqué qu'ils ont vérifié le culot de centrifugation, qu'il y a vraiment 0 spermato. Sinon, ça peut être une cryptosospermie. Mais ça, vous reverrez demain. Donc lui, Voilà, le lui, premier, là, c'était étiqueté, j'imagine qu'il avait déjà 2 spermogrammes. Et dans ce cas-là, on a jugé pas nécessaire voilà, de le c'était refaire. étiqueté depuis plusieurs années, il avait fait tous les examens Et à il a eu le l'époque, bilan étiologique. Mm. Si, bien sûr. Cette dame-là, elle aura le bêta-CG à J14 après l'insémination. Je répète. Pour la- En principe, cette dame-là, elle aura dosage des bêta-CG à J14 après l'insémination. Normalement, enfin, oui, un peu, un tout petit peu. On fait plutôt à J16. Après, J16. oui. D'accord. Enfin, oui, c'est ça. Avant, on faisait J14 et bon, c'est parce qu'on Quoi est... On l'avait Ouais, décalé bien, de quoi. deux. Je sais pas. En fait, avant, on faisait J14 Et on et faisait un J16, contrôle, voilà, c'est ça. parce Ouais. qu'on avait eu des histoires de chasse où les J14 étaient négatifs et où ils étaient faiblement positifs à J16, c'était une GU. D'accord ? Avant, on faisait ça. Bon, c'est probablement une histoire de chasse. Maintenant, du coup, on s'est dit, pour pas embêter les dames qui ont un premier bêta négatif à J14, à en refaire un autre, c'est chiant, négatif à J16, on fait d'emblée J16. Et là, on se dit que s'il est négatif à J16, c'est sûr, ça va pas marcher. Mais effectivement, le Vitrel, vous le dosez plus, normalement, 14 jours après l'injection. Donc, si tu fais ton bêta 14 jours après l'insémination, ça fait 16 jours que tu as fait l'HCG. Si tu doses un bêta, c'est que c'est endogène, elle est enceinte. Non. À partir de 14 jours après l'insémination, tu peux le faire. Là, nous, voilà, pour des raisons un peu historiques, on a dit qu'on le faisait à J16. Mais à partir de J14, post-insémination, c'est bon. Ouais. Alors oui. Nous, après, on contrôle la cinétique 48 heures après. Et ensuite, encore une semaine après, le deuxième bêta. Alors, on va passer au cas clinique numéro 2. Donc, c'est une patiente qui a 33 ans. Elle n'a pas d'antécédent familial. Elle est primigeste nullipare. Elle a eu juste une interruption de grossesse en 2017. Elle a des dysménorrhées primaires modérées, des cycles réguliers. Voilà, elle n'a rien de notable. Elle a pris la pilule pendant 1 an. Et juste sur son suivi gynécologique, il retrouve un frottis avec une lésion de bas grade, avec un HPV positif qui était ni 16 ni 18. Et elle vient vous rencontrer pour une demande de don de sperme. Sachant qu'elle a déjà rencontré le SECOS et dans un deuxième temps, elle vient vous voir dans le service de gynécologie. Donc, quels examens vous proposez à cette patiente déjà pour compléter son bilan par rapport à ce qu'elle vous dit? Est-ce que du coup vous lui faites un bilan J3 avec des dosages hormonaux et un CFA? Tout le monde est d'accord. Est-ce que vous lui faites une colposcopie? Est-ce que vous pouvez lever la main pour que je vois si tout le monde est d'accord? Oui, merci. Est-ce que vous lui faites une hystérosalpingographie? Oui, ça on l'a vu dans le cas précédent. Une mammographie? Non, elle a 33 ans. Une hystéroscopie? Des sérologies? Est-ce qu'il faut refaire un test HPV? Et est-ce que vous lui faites une IRM pelvienne? Donc on va regarder sur les résultats. Donc effectivement, on lui a fait son bilan J3, hein, ça c'est le bilan classique pour toutes les patientes qui vous consultent. Sur le CFA, elle a 13 et 17, donc elle a 30 follicules. Et on a je vous ai noté FSH à 9,4, LH à 8,6, Estradiol à 42, AMH à 7,78. Qu'est-ce que vous pensez de son bilan? Donc effectivement, il faut lui faire une colposcopie, ou en tout cas qu'elle ait une colposcopie avec une biopsie pour s'assurer par rapport à la lésion qui a été retrouvée sur le frottis et le test HPV. Et donc elle revient normale et ils vous disent contrôle HPV dans 1 an, donc ça n'a pas d'intérêt. Enfin en tout cas, il faut le faire dans 1 an, ça n'a aucun intérêt de le refaire là tout de suite dans la foulée.
On lui fait aussi une hystérosapanographie avec des trompes perméables, une hystéroscopie en utérus normal, et les sérologies, il n'y a rien de particulier. Elle est vaccinée pour la rubéole, elle n'est pas immunisée pour la toxoplasmose. Et effectivement, l'IRM pelvienne, c'est sur indication, donc vous allez bien la questionner, lui demander... parce que l'intérêt de l'IRM pelvienne, c'est pour rechercher quand même l'endométriose. Donc vous allez lui poser toutes les questions en rapport avec l'endométriose, donc si elle a des dyspareunies, des dysménorrhées, des symptômes urinaires, des symptômes digestifs. Là, elle se plaignait vraiment juste des dysménorrhées primaires et qui étaient très modérées, donc on n'a pas jugé que c'était nécessaire de faire une IRM. Donc qu'est-ce que vous lui proposez à cette patiente? Insémination avec donneur, une ICSI-D d'emblée, une FIV-D. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pour l'insémination avec donneur dans la salle? Ah, très bien. Ok. Est-ce qu'il y a des gens quand même qui seraient plus pour une FIV ou une ICSI-D? Non. Là, en plus, il y a le facteur de l'âge, effectivement, elle est plus jeune que la première patiente, donc elle a 33 ans, donc en plus... Donc on va faire une insémination avec donneur. Donc, alors le premier cas, c'était un peu un cas le plus classique. Là, ce ne sera pas forcément aussi... vous pouvez poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc on stimule cette patiente de la même façon que la patiente précédente, avec les 50 de Purégon à partir de J4, et on la voit à J9. Et vous retrouvez avec cette échographie où elle a à l'ovaire droit des follicules à 14,5, à 11,5, à 10. Elle a plein de petits follicules. À gauche, un follicule à 14, un follicule à 13,5, à 13, à 12. Elle a 795 de stradiol, 3,3 de LH, une progestérone à 0,3. Qu'est-ce que vous lui proposez à cette patiente? Est-ce que vous... Alors, il y a des gens qui veulent contrôler, il y a des gens qui veulent stopper. Alors, attends un petit peu. Bon, la majorité stop en ligne, là. Bon, quand même, c'est le premier cycle qu'on lui fait à cette patiente. Là, vous faites sa première échographie, elle a quand même beaucoup de follicules à 14,5, à 13,5, à 13. Nous, on est plutôt parti sur le stop du traitement, effectivement. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, on a plutôt stoppé là sur ce traitement. Et du coup, qu'est-ce que vous lui proposez pour le prochain cycle, au vu de ce premier cycle? Est-ce qu'on passe directement en FIV? Est-ce qu'on refait quand même le même cycle à 50 aussi, comme la première fois? Est-ce qu'on diminue à 37,5 ou est-ce qu'on fait un cycle spontané? Bon, on est plutôt sur 3 et 4 dans les réponses, j'ai Je sais l'impression. pas, pour l'instant, nous on l'a pas pour... Mais c'est pas grave, on va faire Bon, sans c'est pas celui-là. grave. Oui, effectivement, c'est plutôt réponse 3 ou 4. Les deux peuvent s'entendre, hein. Donc ça, c'est comme en fait, ce que vous allez décider, hein. Nous, on a plutôt choisi de faire un cycle spontané, mais ce serait aussi compréhensible de diminuer la dose, de faire des paliers de diminution de dose pour trouver. Comment? Ouais. Alors la question c'est oui, elle avait une réponse assez forte d'emblée, donc on va soit diminuer, soit faire un cycle spontané chez une femme qui ovule régulièrement, qui a des cycles réguliers comme elle vous a dit. Et elle a une bonne réserve aussi, elle a une très bonne réserve cette patiente, donc elle a quand même des risques de répondre assez fort. Donc on lui fait du coup un cycle spontané. Ça c'est sa première échographie. Bon, on l'a fait un peu plus tôt parce que dimanche c'était J9, mais du coup elle est vue à J8. Et vous avez juste un follicule à 10 mm, c'est le plus gros sur l'ovaire à droite. Après les autres sont plus petits. Un oestradiol à 106, une LH à 7, une progestérone à 0,2, un endomètre qui est bien à 6,8. Qu'est-ce que vous allez lui proposer à cette patiente? Effectivement, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord pour dire contrôle dans 48 heures. Ça n'a peut-être pas d'intérêt de la revoir à 24 heures. Je pense que vous avez vu que les follicules ils poussent de 1 à 2 mm par jour, environ. Et on ne peut pas la déclencher, c'est trop tôt par rapport à la taille des follicules. Donc on la revoit, comme vous avez dit, dans 48 heures. Et à l'échographie, vous avez le follicule à 10, il est à 11. L'œstrogène, il est à 76. La LH, elle est à 7. La progestérone, elle est à 0,6. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Est-ce qu'on stoppe le traitement en se disant qu'il y a une chute de l'œstradiol? Est-ce qu'on continue enfin, il n'y a pas de traitement, mais est-ce qu'on la surveille encore? Voilà, sur la chute de l'œstrogène, c'est quand même, il n'y a pas non plus une différence énorme. Il peut y avoir des fluctuations, voilà, c'est pas une science exacte non plus. Donc on va plutôt la contrôler dans 48 heures. Et là, quand vous la recontrôlez le mercredi, donc elle est à J12, elle a un follicule à 14 sur l'ovaire à droite, son estradiol est à 139, elle a une LH à 13,6,
et sa progestérone est à 0,3, son odomètre est à 7,5. Qu'est-ce que vous lui proposez du coup au vu de cette échographie? Dans combien de temps? 48 heures, 24 heures? Est-ce qu'on la déclenche? Qui veut pour dans 48 heures? Qui veut plutôt 24 heures? Bon, les deux, ça s'entend, hein, ça dépend de sa prise de sang et de son échographie. Nous, on a la possibilité à Cochin de les revoir à 24 heures aussi. Et souvent, quand il y a un follicule autour de 14, 14-15, on commence à les revoir quand même à 24 heures, à rapprocher un peu les contrôles. Donc on l'a revu là à 24 heures. Et là, elle a un follicule à 16, un endomètre à 7, 187,8 de stradiol, 15,9 de LH et progestérone à 0,3. Qu'est-ce que vous lui proposez? Donc, par rapport à la taille du follicule, bon, il est à 16, mais c'est des bonnes normes. Son oestradiol, il est bien. Sa LH, qu'est-ce que vous en pensez de sa LH quand même? Elle a 15,9. Sachant que je crois que sa LH de base, elle était à 6 ou 7. Mais... Donc, Donc, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord pour la déclencher. Qui veut la déclencher et faire l'insémination à 48 heures? Et qui veut faire l'insémination à 24 heures? Alors pourquoi à 24 heures? Et pourquoi à 48 heures? Alors, oui, c'est un peu effectivement, donc ça dépend des cycles et des patientes quand même, mais nous on a plutôt fait l'insémination à 24 heures. Normalement, on regarde aussi la LH qu'on surveille, et si elle fait un pic de LH, on regarde si c'est à 180% de sa LH de base, on la déclenche et on fait l'insémination, 24 heures après. Là, je sais pas si on était pile à 180%, mais on a plutôt choisi de faire l'insémination le vendredi. Après, aussi, c'est en vie réelle, donc des fois, on peut pas forcément faire les inséminations le week-end ou des choses comme ça. C'est aussi à prendre en compte comment fonctionne votre service aussi. La question, le truc du 180%, Oui. là. En fait, il y a toute la problématique de la définition du pic de LH. Oui. On n'est pas rentré dans les détails, mais on va en reparler la deuxième semaine pour les transferts d'embryons en cycle naturel. Il n'y a pas de consensus sur comment on définit un pic de LH. Pietro, il vous a montré qu'il y avait différentes morphologies. Donc ça complexifie les choses. Il y a des gens qui définissent le pic de LH sur des dosages urinaires, ce qui est globalement assez imprécis, donc ça, on ne le fait pas. Il y en a qui disent que c'est plus de 20, par exemple, de LH plasmatique. Nous, on n'a pas retenu cette définition parce qu'il y a quand même une variabilité des taux de LH de base entre les femmes. Donc dire 20, c'est un pic de LH pour tout le monde, ça ne nous paraissait pas optimal, notamment les femmes au PK, par exemple, qui ont une LH de base déjà entre 15 et 20. Enfin, vous ne pouvez pas dire qu'à 20, elle fait son pic. Et donc, en regardant les études dans la littérature, on s'est dit le plus logique, ce serait de définir une augmentation, en fait, par rapport au niveau de LH précédent. Et donc, dans les études, vous verrez qu'il y a cette histoire d'une augmentation de 180% par rapport à la LH précédente. Alors, c'est un peu chiant parce que 180%, c'est pas intuitif, hein, et donc ça vous oblige à faire la LH par exemple, le 7 plus 7 fois 1,8. C'est comme ça que vous calculez le 180%. Et donc là, je viens de le faire parce que moi, j'étais pas hyper convaincue. Il faudrait être à 19-20 pour dire qu'elle est en train de faire son pic. Vous voyez, là, on était à 16. Néanmoins, le prescripteur s'est dit, quand même, elle monte sa LH progressivement. Est-ce qu'elle n'est pas en train de faire son pic? Dans ce cas-là, je préfère avancer l'insémination. Parce qu'on vous a dit, vaut mieux que les spermatozoïdes arrivent avant l'ovocyte. C'est pas grave, même si finalement, elle n'est pas en train d'ovuler naturellement et qu'elle fait son ovulation suite à l'ovitrelle que le samedi, c'est pas grave. Je vous ai dit d'avoir fait l'insémination plus tôt. Donc, on a pris ce parti-là. Après, vous auriez aussi pu vous dire, j'y crois pas trop à son pic, je fais l'ovitrelle et je fais l'insémination le samedi. Il y a deux façons de faire. Hein. Et en fait, vous allez voir dans les monitos, comme on est plusieurs médecins qui monitorent, on ne fait pas tous la même chose. Hein. On ne ferait pas tous forcément ça. Il n'y a pas de science exacte. Donc, les deux attitudes se défendent, je pense. Non. Non, parce qu'il y a la question, c'est est-ce qu'il faut faire des inséminations 2 jours de suite? Et en fait, ça, les biologistes ont probablement un peu plus l'habitude de regarder ces études, mais il n'y a aucune donnée pour montrer que ça apporte un bénéfice de faire 2 inséminations à 24 heures d'intervalle plus qu'une.
dans les chances de naissance. Donc on évite d'embêter trop les couples. Et donc on a reçu ces bêta-HCG qui sont revenus négatifs. Donc qu'est-ce que vous proposez à la patiente pour son prochain cycle? Est-ce que cette fois-ci on arrête sa prise en charge sur les INSEM, on passe en FIV? Est-ce qu'on refait un cycle stimulé? Est-ce qu'on refait un cycle spontané? Qu'est-ce que vous préférez au vu des deux? Enfin là vous avez un recul sur les deux. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne remarque. On aurait pu essayer de refaire un cycle stimulé à 37,5 puisque on ne sait pas comment elle va réagir à 37,5. Ou on peut aussi se dire que là, son cycle quand même, il a été bien monitoré, qu'on l'a bien suivi, qu'a priori elle a ovulé en cycle spontané. Donc les deux attitudes sont bonnes. Et nous, on a plutôt choisi, une fois qu'on a trouvé quand même la façon de faire et qu'on arrive à aller jusqu'à l'insémination, on refait de la même façon. On lui refait un cycle spontané là. Parce que le risque de la stimuler, c'est quand même qu'on annule de nouveau la tentative si elle répond trop fort encore une fois. Donc, vous lui faites un deuxième cycle de non stimulé, spontané, et vous la voyez le 28 novembre, elle est à J9, comme la première fois, et cette fois-ci, elle a un follicule à 15 sur l'ovaire à gauche, 142 d'ostradiol, 7,5 de LH, une progestérone à 0,3, un endomètre à 7,2. C'est la même question qu'habituellement. Qu'est-ce que vous lui proposez? Je pense que tout le monde est d'accord, on va plutôt contrôler à 24 heures. Là, son ostradiol n'est pas encore très élevé, sa LH, elle n'est pas en train d'augmenter, elle n'a pas l'air de faire un pic, et le follicule est à 15, donc vous ne voulez pas rater l'ovulation. Donc on regarde plutôt à 24 heures. Et à 24 heures, là en 24 heures, vous voyez la différence, elle a un follicule qui est à 17 à gauche, son ostradiol est à 264, sa LH elle est à 8,3, son endomètre il est à 7,2. Qu'est-ce que vous lui proposez? Et est-ce que là, comme le cas précédent, vous êtes un peu dans l'hésitation, est-ce qu'on lui fait à 24 heures, est-ce qu'on lui fait à 48 heures? Enfin 36 heures, pardon, mais 36 heures, est-ce qu'on lui fait voilà, le lendemain ou le surlendemain? Là, on n'a même pas, enfin on se pose pas la question, sa LH, elle est stable, elle a pas commencé, enfin il semble pas qu'elle ait commencé à faire un pic, donc c'est plus facile pour décider, on va plutôt lui faire son insémination à 48 heures, effectivement. À 36 heures, oui. 36 heures de 36 heures, c'est l'ovitrelle, toujours 36 heures de l'ovitrelle. 48 heures du moment où vous la voyez à l'écho Voilà, le c'est matin. ça, j'ai pas bien précisé. Et la bonne nouvelle, c'est que celle-ci, elle a fonctionné et qu'elle est enceinte, cette patiente, qu'on a fait sa première échographie de datation, qui tout va bien, effectivement, et qu'elle a bien ovulé à gauche, on a vu un corps jaune. Alors, c'est vrai que le suivi de ces bêta-HCG, si vous regardez, elle n'a pas tout à fait bien suivi les prises de sang. Elle a fait une première prise de sang, puis c'était la période de défaite, elle est partie en vacances. Donc, on a eu du mal à suivre ces bêta-HCG, mais au final, tout va bien. Et donc, elle est prise en charge pour sa grossesse. Est-ce que vous avez des questions pour le cas clinique? Oui, enfin, on a fait l'ovitrelle à 21 h et voilà, parce qu'il n'y avait pas, enfin, il n'y avait rien qui nous indiquait qu'elle faisait un pic ovulatoire. On n'avait pas effectivement cette hésitation-là où elle commençait à ovuler naturellement, en fait. Même si, d'ailleurs, vous voyez, c'est deux cycles différents et elle a quand même pas forcément son ovulation aux mêmes dates, pas forcément de la même façon, donc même, enfin, ça change quand même selon les cycles. C'est pour ça que c'est important de bien les monitorer et surveiller parce qu'on peut rater le moment de l'ovulation. Pas d'autres... Ah, il y a des questions, pardon. Enfin, c'est une bête question pratique. Quand vous dites que vous faites à 24 heures l'insémination, vous faites le vitrel quand vous voyez la dame ou le soir même? On lui fait faire le vitrel à 21 h et on fait l'insémination. quand même. Oui, on fait quand même à 21 h et on fait l'insémination effectivement le lendemain. Ok, merci. Quand on fait à 24 heures, on fait le lendemain du coup. Oui, oui, c'est ça, entre 12 et 36 Oui, oui, heures. c'est vrai que... Mais c'est 12 heures de l'ovitrelle ou 36 heures. Nous, quand on la voit effectivement le matin à l'échographie, c'est le lendemain. Mais... Le matin. On fait... La question c'est est-ce qu'on fait le vitrel le matin ou à d'autres moments? Nous on fait toujours le vitrel le soir à 21 h et soit on lui fait l'insémination le lendemain, donc effectivement à 12 heures de le vitrel ou 24 heures de l'échographie, ou si elle monte sa LH, et sinon on la déclenche à 21 h et on lui fait son insémination à 36 heures du déclenchement. Non, c'est à 36 heures de l'ovitrelle. À 48 heures de votre écho. Parce que voilà, on est assez basique. Hein. Je vous ai dit, les injections, en théorie, on pourrait les faire n'importe quand dans la journée, que ce soit les stimulations ou le déclenchement, mais on fait tout le soir. Et les monitorages d'écho ont lieu le matin. Et ça permet aux patientes qu'on voit le matin en écho, dont on va récupérer le bilan hormonal qu'en début d'après-midi, et qu'on puisse leur donner les consignes pour adapter le traitement le soir.
C'est aussi l'intérêt de faire les piqûres le soir, les monitos le matin, c'est que ça vous laisse le temps, si vous contrôlez les prises de sang, d'avoir les résultats et de pouvoir adapter le traitement le soir même. Donc oui, faites attention sur les diapos, c'est bien... Enfin, c'est pas l'Ovitrel, hein, le 48-24 heures. Alors, le cas clinique numéro 3. Donc c'est une patiente de 32 ans qui consulte. Alors c'est un couple de femmes qui souhaitent un don de sperme. La patiente, Madame H, elle souhaite porter l'enfant. Elle n'a pas d'antécédents familiaux. Elle a juste une chirurgie de l'appendicite, pas d'allergie. Sur le plan gynécologique et obstétrical, elle était nulle-IGS, nullipare. Elle a des cycles irréguliers tous les 2 mois. Elle n'a pas de symptômes d'endométriose. Elle a une pilosité légèrement développée, pas d'acné. Et sa conjointe, elle n'a pas d'antécédents médicaux notables. Donc qu'est-ce que vous proposez à ce couple quand vous les voyez en consultation? Bon, je pense que vous avez un peu les idées de base, on l'a fait plusieurs fois. Donc c'est toujours la même chose, bilan hormonal. Est-ce que vous proposez un bilan à sa conjointe, par contre? Oui, il y a des gens qui disent des sérologies dans la salle, effectivement. Et pour elle, on a proposé les mêmes bilans, hystérosalpingographie, mammographie, test HPV, IRM pelvienne. Donc, effectivement, on lui a fait son bilan J3 avec une AMH qui est retrouvée à 7,28, une LH à 7,7, une FSH à 5,3, un estradiol à 32. On a fait la testostérone qui est à 0,26, un CFA à 22 plus 23, et sur le compte rendu de l'échographie, ils ont marqué qu'il y avait un aspect de SOPK. Sur son bilan à sa conjointe, ça n'a pas d'intérêt de lui faire les examens si elle ne souhaite pas porter l'enfant, effectivement, à part les sérologies qui sont toujours recommandées. Et on lui a fait à la patiente l'hystérosalpingographie qui montre des trompes perméables, l'utérus est normal sur l'hystéroscopie, et elle a fait un test HPV qui est négatif, donc tout est bon, et vous ne faites pas d'IRM pelvienne, elle n'a pas de symptômes d'endométriose, donc pas d'indication à faire l'IRM. C'est bon, tout le monde est d'accord? Donc, qu'est-ce que vous lui proposez? Bon, c'est assez facile, c'est un peu le même principe que la dernière fois. Tout le monde est d'accord pour qu'on lui propose plutôt une insémination? Est-ce que tout le monde vote. Là, je pense que c'est assez simple. C'est l'insémination, bien sûr, intra-utérine avec donneur, avant de passer aux tentatives d'ICSI ou de FIV si besoin. Donc, vous la voyez, un premier contrôle à J9. Elle a 68 de stradiol, 4, 6,2 de LH, 0,1 de proj. Sur ses ovaires, il n'y a que des petits follicules et son endomètre est à 5,3. D'ailleurs, pourquoi vous l'avez stimulée, cette patiente? Puisque la question... elle a des cycles irréguliers, cette patiente, elle vous a dit tous les 2 mois. Donc, c'est pas une patiente pour qui vous pouvez proposer un cycle spontané, pour le coup, a priori. Bon, alors, il y a des questions sur pourquoi pas de chlomide. Et donc, qu'est-ce que je vous ai dit sur notre parti pris dans les inséminations? Les gonados sont plus efficaces que le chlomide en termes de stimulation. Là, on a une indication d'insémination parce que c'est un don de sperme. Notre parti pris, c'est de privilégier le plus efficace, donc de stimuler par gonado. Mais ce n'est pas une erreur de faire du chlomide puis une insémination. C'est juste le rapport coût-bénéfice. Il est plutôt en faveur des gonados. Il y a des articles d'ailleurs dessus que j'ai pas eu le temps de vous montrer ce matin. Mais il y en a qui se sont amusés à comparer, faire des insèmes avec stim par gonado versus stim par chlomide. C'est sûr que c'est plus cher les gonados et c'est de l'injectable, donc un peu moins confortable. Mais finalement, on a un bénéfice sur les chances de naissance qui semble dépasser le surcoût par des tentatives. Donc, mais les deux sont possibles. Mais bon, vous verrez jamais d'insème avec chlomide chez nous. À partir du moment où vous avez une indication de STIM, ici parce qu'il y a une dysovulation, on fait des gonados. C'est une bête question de remboursement. Ici, vous ne devez pas passer par le chlomide avant de pouvoir avoir les gonadotrophies. Non. En Belgique, c'est le cas. À partir du moment où vous faites le protocole 100% parce qu'il y a une prise en charge en AMP... Le chlomide, c'est d'office. Là, c'est le don de sperme, ça se fait en ligne. Non, mais... En Belgique. En Belgique, je pensais pas... C'est quoi? Si c'est obligatoire aussi de faire du chlomide, du don. Bon, j'ai pas cette notion en tout cas que ce. Bon, en tout cas, en France, on a le choix de la drogue. Enfin, il n'y a pas de limite de question de remboursement. C'est vrai qu'on a ce confort-là.
Et après, c'est vrai que dans un pays où les patients paient, bah, c'est peut-être plus logique de commencer par du clomide. Enfin, voilà, tout dépend des conditions d'exercice. Mais non, mais dans un don, si tu fais une INSEM avec don et que tu es dans un pays où tu dois payer, moi, ça me choque pas que les gens se disent on fait d'abord du clomide. Il faut avoir des donneurs, quoi. Est-ce que si tu perds, si c'est un don de sperme, si t'as pas beaucoup de... Ouais, bon. Tu veux dire qu'on économise les paillettes, c'est ça que tu veux dire? Je sais pas, tous discutent. Cette dame-là, elle aura le step-up low dose, c'est ça? Potentiellement, oui. On va voir si elle... Est-ce que dans un contexte d'insémination avec dents de sperme, il y a un nombre limité de tentatives dedans par rapport justement au fait que j'imagine que la réserve de sperme n'est pas inextensible? En France, on a, enfin, même si Mathilde dit que les paillettes sont précieuses, mais en fait, les biologistes, apparemment, ils ont découvert une réserve de paillettes là à écouler. Non, mais enfin, la vérité, c'est quand même le don de sperme, on n'a pas trop de soucis à trouver des donneurs, et que donc on n'est pas limité, tu vois, à 3 INSEM pour tout le monde. Donc on peut aller jusqu'à 6 INSEM et les biologistes nous trouvent des paillettes. Mais c'est vrai que ça dépend aussi de ça. Hein. C'est une, je pense que c'est un paramètre à prendre en compte. Si tu veux être coût efficace, que tu sais que tu n'as pas beaucoup de paillettes pour ton couple, bah, dans ce cas-là, il vaut mieux faire des gonados que du clomide. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, je pense. Allez, vas-y, Emmanuel. Donc on lui refait un contrôle dans 48 heures à cette patiente. Enfin, même un peu plus, à plus de 48 heures, on a dit. Je crois que c'est ça que j'avais posé. Dans plus de 48 heures. Donc vous la revoyez à 72 heures, elle est à J12. Et là, vous avez un follicule qui est à 15,5. Et elle a 160 de stradiol, une LH à 4,6, une progestérone à 0,1, d'endomètre à 9. Qu'est-ce que vous lui proposez après pour la suite? Vous la revoyez dans combien de temps? Plus de 48 heures, 48 heures, 24 heures? C'est bien, vous avez suivi. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, c'était pas mal effectivement de la revoir, soit on la revoit à 24 heures. Là, c'est des cas de la vie réelle, donc fais pas toujours ce qui est ce qu'on dit. Là, on a plutôt nous déclenché d'office. En fait, on l'a déclenché un peu à l'aveugle le lendemain. Ça, c'est aussi une possibilité. Vous pouvez aussi vous dire que vous la revoyez. Ça dépend aussi si la patiente habite loin. Enfin, il y a plein de paramètres aussi à prendre en compte. Mais on peut aussi se dire que son follicule, il a quand même bien grossi là en peu de temps. Elle a quand même un bon ostradiol, un follicule à 15,5, un bel endomètre. Vous pouvez aussi vous dire que vous la déclenchez à l'aveugle le lendemain pour faire l'insémination. Pas forcément la revoir à l'échographie de contrôle. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais après, comme on la déclenche que le lendemain, on peut se dire qu'a priori, ça va continuer à augmenter aussi. Donc c'est tout à fait bien de lui faire un contrôle à 24 heures si vous pouvez, ou on peut aussi se dire qu'on peut la déclencher à l'aveugle. La question, si vous voulez la déclencher à l'aveugle, c'est quel risque je prends, je pense, quand vous faites cette décision. Est-ce que je prends un risque à ne pas la revoir? Est-ce que là, vous voyez un risque particulier? Non? Quel pourrait être le risque qui ferait que je la recontrôle? Je parle pas de elle, mais pourquoi est-ce que parfois on aime bien les voir et voir si on peut les déclencher? Le seul risque, ouais, c'est le risque de recrutement multifolliculaire chez les femmes chez qui vous n'avez pas le droit à une grossesse gémellaire ou quand vous avez un doute sur un follicule un peu intermédiaire, si vous avez peur d'une grossesse triple parce qu'il y a 2 matures plus un intermédiaire. Je dirais que c'est la seule situation où peut-être vous pouvez vous aider d'un contrôle le jour même avant de la déclencher. Ici, vous voyez, le taux d'ostradiol n'est pas très élevé et il n'y a aucun autre follicule qui a l'air d'avoir été recruté. Donc, je ne prends pas vraiment de risque à la déclencher sans la revoir le lendemain. Non, donc, la question, c'est est-ce qu'elle refait une dose de Purégon le mercredi, le jour du déclenchement, en fait? Non, le jour du déclenchement, on fait que le déclenchement. On fait le Purégon la veille pour faire grossir son follicule, mais le jour du déclenchement, vous faites que le Vitrel à 21 h pour l'insémination 36 heures après.
Par exemple, si vous la déclenchez mercredi, vous lui dites à la patiente de faire son Ovitrel à 21h et son insémination sera le vendredi, enfin le jeudi, le vendredi 23 matin, au matin. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, après l'Ovitrel, chez toutes les femmes, l'ovulation elle a lieu 36 heures après l'injection d'Ovitrel. Dans les cycles déclenchés, comme ça, vous êtes sûr qu'elles ovulent le surlendemain matin. Donc c'est le moment où on choisit de faire l'insémination. Après, si elle monte sa LH, toute la difficulté, c'est que, en fait, probablement, elle est déjà en train d'ovuler toute seule. Et la question, c'est quand est-ce qu'une femme ovule après un pic de LH spontané? Compliqué. Mais il semblerait que ce soit 24 heures après un pic de LH. Toute la difficulté étant de savoir à quel moment du pic vous êtes. Hein. Mais c'est pour ça que si vous la voyez un matin que sa LH est déjà haute, vous pouvez vous dire dans votre tête, peut-être elle va ovuler dès le lendemain de mon écho. Donc je fais l'insème le lendemain de mon écho. Et il y a même des gens qui ne déclenchent pas l'ovulation dans ce cas-là, si elles sont déjà en train de monter spontanément leur LH. C'est vrai que nous, on se dit, allez, on sait jamais si c'est pas une vraie élévation de la LH, je vais quand même la déclencher le soir, je fais l'insème le lendemain, au pire, elle ovule le jour même ou le lendemain de mon insème, enfin, je suis dans les bons créneaux, quel que soit le scénario, quoi. Et ces bêta-HCG sont négatifs du mois d'octobre. Comment? On fait, oui. Qu'est-ce que vous lui proposez pour la suite? Est-ce que déjà vous êtes quand même satisfait du traitement, du suivi du monitorage? Est-ce que vous avez envie de lui refaire la même chose? Est-ce que vous avez envie d'augmenter la dose, de baisser la dose? A priori, ça a quand même bien fonctionné. On a eu plusieurs, enfin il y a eu 2 contrôles, donc c'est pas non plus énorme pour la patiente en termes de temps passé à l'hôpital. Donc on va pouvoir faire le même traitement. Donc on lui fait le même traitement sur un 2e cycle et on la voit pareil à J10. Alors c'est pareil, normalement on essaie de l'avoir vers J9, mais ça dépend des contraintes du week-end, tout ça. Donc on la voit à J10 et vous avez un follicule qui a 11, un endomètre à 8, un oestradiol à 217,7, une LH à 3,6, une progestérone à 0,1. Donc c'est la même question, qu'est-ce que vous lui proposez? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de la revoir plus tard que 48 heures? On aurait pu aussi envisager d'attendre un peu plus longtemps, mais c'est vrai que nous, comme on a la chance d'avoir les prises de sang, on prend aussi en compte les prises de sang, et on voit que son oestrogène, il est quand même un peu plus élevé, et même si son follicule n'est pas très gros, et que la première fois, c'était quand même allé assez vite. Il faut prendre en compte ces tentatives d'avant. La première fois, on avait fait une première écho, et presque... Enfin, 3 jours après, il y avait un follicule à 15,5. Donc, on est un peu vigilant, on essaie de la revoir quand même à 48 heures, plutôt. Et là, vous retrouvez le mercredi à J12, et il commence à y avoir un follicule à 11,5 à droite, un 13,5 à 11,5, un 11, un 10,5, un 2 à 10, elle a 351 de stradiol, une LH à 4, une progestérone à 0,2, un 2 mètres à 9,5. Qu'est-ce que vous allez lui proposer ? Pourquoi pas plus longtemps après? Qu'est-ce que... D'autres qui disent 24. Qu'est-ce que vous attendez par exemple si vous la voyez demain? Est-ce que vous êtes sûr que même le plus gros il va être mature en juste 24 heures? Il va peut-être prendre... Oui, c'est vrai. On pourrait la voir demain ou dans 48 heures. En tout cas, la voir à 48 heures, a priori, elle va pas ovuler. Enfin, vous n'avez pas le risque d'ovulation, donc vous pouvez vous permettre d'attendre aussi 2 jours. Nous, on a plutôt fait le choix, je pense, d'attendre 48 heures, oui. La voir à 24 heures, vous allez effectivement pouvoir lui dire si vous pouvez continuer le traitement ou la stopper, mais vous n'allez pas pouvoir déclencher a priori l'ovulation. Donc ça répond à une seule des 2 questions et le but c'est quand même de ne pas la faire venir toutes les 24 heures. Si vous la voyez à 24 heures, vous allez peut-être devoir la revoir encore à 24 heures assez régulièrement. Et là, vous retrouvez le vendredi et vous avez toujours des follicules à 11, à 2, à 10, maintenant à droite, un 14,5, un 13,5, un 13, un 12,5, un 10,5. Elle a 811,5 de stradiol. Pourtant, on a fait le même traitement que la première fois, hein, a priori. 11,4 d'endomètre. Qu'est-ce que vous lui faites à cette patiente? Qu'est-ce que vous lui dites? Effectivement, donc on la stoppe. Donc c'est le même traitement, donc il faut faire attention avec les patientes
SOPK, elles peuvent très bien réagir en réponse monofolliculaire sur un cycle, multifolliculaire sur un autre. C'est pour ça qu'il y a effectivement les protocoles step-up low dose. On les laisse longtemps à la même dose avant de les augmenter, puisque le risque, c'est que ça s'emballe d'un coup. Et là, on n'a même pas augmenté la dose que ça s'emballe déjà sur ce cycle. Donc qu'est-ce que vous lui proposez? Effectivement, stop des traitements. Et qu'est-ce que... Alors oui, ça c'est juste le stop, hein, effectivement, qu'on a fait. Qu'est-ce que... Alors avant de montrer la suite, qu'est-ce que vous allez lui proposer pour la suite? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de refaire le même traitement? A priori, on va plutôt lui proposer de diminuer un peu la dose. Après, on peut aussi se dire que la première fois, elle avait fait ce protocole à 50, elle avait une réponse monofolliculaire. On peut envisager les deux en fait, hein, quand même. On peut se dire, bon, d'un cycle à l'autre, ça peut varier, on peut en refaire la dose à 50 ou on peut baisser. C'est vrai que par sécurité, pour éviter les réponses multifolliculaires comme elle a fait cette fois-ci et l'annuler de nouveau, on va plutôt diminuer un petit peu la dose. Et du coup, on a baissé la dose à 37,5, qui est la dose en dessous. Vous la voyez, alors c'est pareil, vous la voyez à J9, elle a un follicule à 10 sur l'ovaire gauche, les autres sont plus petits, un endomètre à 7,3, un oestradiol à 99, une LH à 6,4, une progestérone à 0,1. Donc c'est les mêmes questions, mais du coup, sans vous montrer les questions, qu'est-ce que vous voulez faire? 48 heures, plus de 48 heures, 24 heures? Attends une seconde. 48 heures et 10. Est-ce qu'on pourrait attendre plus que 48 heures? Quel est le risque à attendre plus que 48 heures? Là, il est à 10, son plus gros follicule. Son oestrogène, son oestradiol n'est pas très élevé. En tout cas, moins élevé que sur le cycle précédent. En général, on essaie de revoir les patientes quand même le moins rapprochées possible, si on peut, pour leur éviter des déplacements à l'hôpital. Là, ça a peut-être un intérêt de la voir que dans 3 jours. On sait que dans 48 heures, a priori, ça sera peut-être pas encore mature. Donc on a plutôt... qu'est-ce qu'on a choisi? On aurait pu laisser 3 jours, mais nous, on a choisi 48 heures. Mais c'est aussi à prendre en compte ces tentatives d'avant où la première fois, elle avait répondu assez vite aussi. Donc elle a un follicule là, vous la revoyez à 48 heures, elle a un follicule à 10. Là, elle est toujours à 37,5. Un oestradiol qui est un petit peu baissé, mais qui est quand même stable à 80,9. Une LH à 7,8. Bon, là, vous êtes à 48 heures. On a été prudent, on l'a revu à 48 heures. Qu'est-ce que vous lui proposez? Est-ce que vous réaugmentez la dose du traitement? Combien de temps alors après, du coup? Est-ce qu'on a fait 48 heures ou est-ce qu'on a fait plus? Nous, on a fait plus de 48 heures là, parce que du coup, on l'a revu à 48 heures la première fois, il s'était rien passé, on a attendu 3 jours. Donc voilà, c'est à vous de choisir aussi quand est-ce que vous lui placez ces contrôles. Normalement, c'est à peu près toutes les 48 heures les contrôles, mais on peut aussi se dire qu'on peut espacer un peu les contrôles, les rapprocher en fonction des besoins des échographies. Et donc, quand on l'a revu à 72 heures, là, vous êtes à J14, donc on est quand même plus avancé dans le cycle que la fois d'avant. Elle a un follicule à 13,5 à gauche, un follicule à 12 à droite, aussi un deuxième follicule à 12 à gauche, un endomètre à 9,9. Qu'est-ce que vous lui proposez après? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'augmenter le traitement? Et le risque d'augmenter le traitement, alors que là, elle commence à répondre sur ce traitement à la dose, c'est de recruter encore d'autres follicules et de les faire grossir encore plus et d'avoir une réponse multifolliculaire. C'était pas le but de baisser la dose pour la réaugmenter tout de suite. Enfin, vous pouvez la réaugmenter, mais si vraiment elle répond pas au bout des 15 jours, avec la dose 37,5, vous repassez à la dose 50. Et donc, là, effectivement, on a joué la prudence aussi, on a plutôt fait le contrôle à 24 heures, parce que c'est un peu la même question que tout à l'heure, il y avait les follicules qui étaient quand même assez proches en taille. Donc, on avait un peu peur du risque d'ovulation. Bon, finalement, on voit que 2 follicules, un à gauche et un deuxième à droite qui fait 12 mm. Donc on n'est pas vraiment sur un risque avec 3 follicules possibles. Donc ça, c'est déjà rassurant pour elle. Et puis son follicule, il est passé de 13,5. Alors aussi, entre celui qui est passé à 10 à 13,5, l'œstrogène avait pas mal augmenté. Et là, il est à 16 aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui proposez à la patiente? Un follicule à 16, elle a 258 d'œstradiol, 5,5 de LH. Est-ce que vous pensez qu'elle est en train de faire un pic d'ovulation? Non. Donc qu'est-ce que vous lui proposez? Déclenchement à Levitrel. Ah, il y a des gens qui disent le lendemain ou j'ai entendu? Non. Donc on fait effectivement l'insémination 36 heures après. Si, moi j'aurais attendu.
On aurait pu, Bah, normalement, oui. c'est entre 17 Oui, et vous 20 avez mm. raison, hein. Moi, j'aurais volontiers attendu. On aurait pu tout à fait la Et déclencher déclencher le le lendemain. mercredi pour faire son insémination le vendredi, hein, plutôt que le jeudi. Après, c'est vrai que Vous étiez comme nous, on a pressés. tendance à faire les prises de sang, on a tendance à regarder aussi l'œstrogène, en fait. Ça Ouais. joue aussi sur la décision clinique, en fait. On s'en rend compte. Si vous regardez juste l'échographie, Mm. vous dites elle a un follicule à 16, bon, c'est peut-être pas mal d'attendre un jour de plus pour la déclencher. Mm. Si vous regardez la prise de sang, vous dites ah, elle a 258 d'œstrogène. Bon, c'est quand même pas mal aussi sur l'œstrogène. Donc, faut faire attention. En fait, on est quand même influencé par les prises de sang quand on fait les choix. Bah, parce que quand on voit que l'œstrogène est très élevé, on se dit ah, peut-être qu'on a un peu sous-estimé la taille du follicule, en fait. C'est plus dans ce sens-là. Bah oui, on se dit, bon, l'œstrogène, normalement, plus il est élevé, plus le follicule est gros et mature, donc peut-être qu'on a peut-être sous-estimé de 1 mm. Il y a quand même une variabilité inter- ou intra-opérateur sur les échographies aussi. Donc en théorie, on devrait juste se fier sur... Pardon, il y a une question, pardon? Là, il n'y avait pas Quel est le de risque risque? d'attendre le lendemain. Elle n'était pas en train de faire son pic de LH, on Il n'y pouvait en a tout pas. à fait se dire un jour de plus pour la... À part si ça tombait sur le dimanche, où là, on se serait dit, Ouais. bon, on y va. Là, ça aurait pu être le vendredi. Je pense on s'est laissé influencer par l'œstrogène aussi, qui est augmenté. Et puis par la croissance assez rapide entre le lundi et le mardi, peut-être, je sais pas. Mais voilà, c'est des cas de la vie réelle, en fait. On regarde les dossiers tous les jours, donc les décisions, elles peuvent être un peu différentes. On ne suit pas toujours. Et finalement, on lui a fait son insémination le jeudi, donc 36 heures après le déclenchement, et elle est enceinte sur cette insémination-là. Donc la taille du follicule, ça reste une valeur théorique, hein. Pour la stimulation, normalement sur les traitements, on les met à partir de, pardon, je sais plus, de J4. J'ai fermé tout sans faire exprès. La question c'est qu'on me demande, c'est est-ce qu'on a commencé les injections dès le premier jour des règles? Non, on n'a pas. C'est ça la question. Le 1er novembre. En fait, En non. fait, c'est un peu traître sur le C'est logiciel. abusif. S1, c'est le premier jour des règles. Mais la stimulation, elle commence que le 4e jour des règles, en fait. En Donc fait, vous êtes déjà à ouais. S4 marqué sur la stimulation quand vous commencez les injections. Donc ça, c'est logiciel, hein, c'est par rapport au logiciel. Donc Le- là, le- là les S, c'est les J du cycle. Voilà, c'est pour ça. C'est un En peu... FIV, ça va pas forcément être pareil, mais sur nos feuilles de Steam simple INSEM, c'est paramétré comme ça. Votre S, en fait, pensez que c'est le jour du cycle, là. Donc S8, enfin S9, on l'a vu pour ce premier contrôle, c'est J9 du cycle. Oui, c'est J9 du J5, cycle. enfin J5 de Steam, quoi. C'est vrai que c'est un peu perturbant, mais c'est Ouais. à J4 par rapport à ces règles, on commence. C'est pas le premier jour du cycle. Oui, enfin, bon, du coup, on attend son 4e jour après les règles, effectivement. Ça peut marcher aussi, oui. C'est pas l'insémination, c'est pas une science exacte, hein. C'est pas pour 100% de chance que ça fonctionne, hein. On pouvait très bien attendre le lendemain pour déclencher et faire l'insémination le vendredi. Parce qu'on se serait dit, bah, on attend que le follicule soit un petit peu plus gros. Est-ce que c'est un intérêt de la revoir? Peut-être pas. Là, a priori, il y a 2 follicules. Il est à 16, son plus gros follicule. On va peut-être pas la revoir encore une fois à 24 heures aussi. On me demande si le follicule est à 16 ou à 18, est-ce que l'ovitrel il va permettre de déclencher? Oui, enfin, l'intérêt de l'ovitrel, c'est aussi de déclencher l'ovulation. À part sur des tout petits follicules, normalement, ça quand même, ça aide à déclencher. Par contre, c'est vrai que sur son ovulation naturelle, là, elle n'est pas en train d'ovuler, cette patiente. Elle aurait probablement ovulé naturellement un peu plus tard dans son cycle. Voilà, il n'y a pas son pic de LH. En fait, son ovulation, elle serait probablement survenue quelques jours après. Nous, avec l'ovitrel, ça déclenche son ovulation et sur des follicules à 16, l'ovitrel, il va fonctionner aussi. C'est bon? Ou il y a d'autres questions? Et donc, oui, effectivement, tout va bien pour la grossesse. Et là, pour le coup, vous avez un bon suivi des bêta-HCG, le premier à 48 heures, le deuxième, un troisième avec une bonne évolution des bêta-HCG et l'échographie faite dans les temps. On fait l'échographie datation entre 7 et 9 semaines. Alors, un 4e cas clinique.
Donc c'est un couple qui vient vous consulter parce qu'ils ont un désir de grossesse, ils ont une infertilité primaire depuis 1 an. Donc elle a 30 ans, elle n'a pas d'antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux. Elle est primigeste, primigeste. Non, oui c'est ça, nullipare primigeste. Elle a fait juste une interruption médicale de grossesse avec son précédent conjoint. Elle vous indique qu'elle a des spanioménorrhées depuis l'arrêt de sa pilule. En fait, elle a 2 cycles par an, cette patiente. Et lui, il n'a pas d'antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux. Donc, qu'est-ce que vous leur proposez dans le bilan? Donc, j'espère que vous avez bien... C'est le 4e cas qu'on fait. J'espère que vous êtes tous d'accord. Bon, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on fait tout sauf la mammographie pour ce couple. Et voici les résultats. Donc elle vous rapporte, alors c'était un peu plus vieux, là c'était des cas de 2021 ou 2022, là c'est 2019. Mais son CFA il est à 25 de chaque côté. Sur les dosages hormonaux, elle a une FSH à 5,4, une LH à 10,36, un oestradiol à 79. Ils ont fait la testostérone à 1,6, l'androsténédione à 2,2, la MH à 9, et elle a même fait un test du Dufaston. Donc déjà sur son bilan, qu'est-ce que vous dites par rapport à son bilan hormonal? Ouais, c'est quand même, c'est bien de aussi lui poser les questions sur les critères physiques aussi, la pilosité, l'acné, faire attention à son poids, tout ça, mais quand même, ses cycles, ils sont super irréguliers, elle a des spanioménorrhées, elle a 2 cycles par an, son bilan, il est quand même assez typique. Pour son conjoint, son spermogramme, il est normal, l'hystérosalpingographie, les trompes sont normales, l'utérus est normal, les sérologies, rien de particulier, et effectivement, je sais plus quel âge elle a, mais elle a 30 ans. Donc, elle vient d'avoir 30 ans, donc en pratique, c'est pas forcément un test HPV que vous allez avoir, c'est plutôt son dernier frottis en fait, hein, parce qu'en dessous de 30 ans, c'est les frottis. Et après, à partir de 30 ans, c'est des tests HPV tous les 5 ans. Moi, j'ai une question pour dire que c'est un OPK, il me manque 1 ou 2 trucs. Alors moi, j'aurais fait une prolactine d'emblée parce qu'elle a une spanioménorrhée. Elle n'a pas de profil hypo-hypo, donc je pense que la prolactine est bien. Et ouais, 17 OHP, on est d'accord, il faut que la 17 OHP soit normale. Et devant l'hyperandrogénie biologique, il me manque un autre truc pour éliminer un autre diagnostic différentiel. Oh, non, ouais, j'ai entendu une histoire de cortisol. Soit vous faites un test de freinage minute, là, soit vous faites une cortisolurie des 24 heures pour éliminer un Cushing. Et je ne sais pas si c'est des nanogrammes, la testo, mais 1,6 nanogrammes par millilitre de testo total, c'est énorme. Et donc, avant de dire que c'est un SOPK, c'est pas mal de vérifier qu'il n'y a pas une tumeur qui produit des androgènes. Après, c'est peut-être des nanomoles, je ne sais jamais la conversion, là, mais en tout cas, j'ai repris son bilan dans le dossier. 1,6 nanogrammes, c'est énorme. Donc, il faut peut-être la confier à des mains expertes et un endocrino et éliminer une tumeur surrénalienne ovarienne qui produit des androgènes, quoi. Mais 17 OHP, cortisol lubriurinaire, c'est bien. Donc ça, c'est effectivement le bilan qu'on a eu, mais vous complétez les examens aussi pour son SOPK. Et là, pour cette patiente, ça avait été diagnostiqué SOPK au final. Donc, qu'est-ce que vous lui proposez? Est-ce que vous lui proposez une insémination, d'emblée les ICSI ou la FIV? Est-ce que vous lui proposez des rapports programmés? Qui veut faire... J'ai mis la réponse, mais qui serait pour faire une insémination pour cette patiente? Est-ce que c'est un intérêt effectivement, la technique la plus simple, c'est quand même de faire la stimulation simple en vue des rapports programmés. Est-ce que c'est un intérêt de lui faire une insémination ou une ICSI d'emblée ou... Non, on est tous d'accord qu'on essaie d'abord de commencer par le plus simple avant de passer aux étapes les plus compliquées. C'est bon? Ça veut dire quoi, ICSI-CD? Donc on a fait une stimulation simple avec des rapports programmés. Alors, du coup, pour les stimulations simples, donc on a parlé tout à l'heure du clomide et des gonadotrophines, c'est vrai qu'on peut leur proposer du clomide pour le coup. Donc en général, notre protocole, c'est de leur donner, alors c'est toujours à partir du jour des règles, mais à J2 des règles de prendre des comprimés de clomide jusqu'à J6, et après on arrête le clomide et on lui fait des contrôles d'échographie. Oui. Ouais, bon, alors en fait, historiquement...
Je sais pas pourquoi, il y a des années où on commençait toujours à 2 ici, et puis après, quand on a commencé quand j'ai commencé à faire le cours et à s'intéresser un peu plus à ça, on s'est dit on part à 1 comme tout le monde, quoi. Vous avez raison. Mais voilà, c'était en 2019, hein, ce cas-là. J'ai pas trouvé de cas vraiment plus récents sur les stimulations simples. Et donc, après, vous lui faites un premier contrôle à HG9, donc c'est quand même un peu les mêmes contrôles que pour les inséminations. Et le premier contrôle, vous avez effectivement des follicules qui sont tout petits, un endomètre qui est à 4, elle a 165,1 de stradiol, une LH à 27,6, une progestérone à 0,1. Donc qu'est-ce que vous faites à cette patiente? 48 heures. Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent? Est-ce que sur son oestradiol, sur sa LH? Je me souviens plus de son taux de base. On peut vérifier son taux de base. C'était autour de 10,36. On dirait que ça a plus que doublé quand même, hein. Ce qui est quand même étonnant par rapport à son échographie. Alors il faut faire attention parce qu'en fait on se rend compte qu'avec le clomide, la LH elle est souvent assez élevée en fait, hein, de manière un peu artificielle. Donc il faut faire attention, on ne peut pas trop se fier pour les clomides à la LH alors qu'on le fait pour suivre les pics ovulatoires. Là, si vous regardez juste la LH et son bilan hormonal, vous vous dites cette patiente elle est en train d'ovuler là. Alors qu'en fait c'est pas du tout le cas sur l'échographie. Donc, bon, effectivement, vous m'avez dit contrôle dans 48 heures ou dans plus de 48 heures, mais bon, par rapport à son bilan, c'est vrai qu'on s'est dit quand même l'œstrogène élevé, on est vigilant, on fait plutôt à 48 heures. Et là, vous passez de 165 à 57,8 de stradiol, une LH à 33,7, une progestérone à 0,2. Sur l'échographie, il y a quand même un follicule à 11, un endomètre qui n'a pas trop bougé. Qu'est-ce que vous lui proposez ? Ouais, ça a quand même pas mal chuté, hein, son oestrogène, mais bon, il y a quand même l'impression qu'on a un follicule qui pousse, donc on peut se permettre d'attendre un peu pour lui faire un contrôle. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ils ont dit contrôle à 48 heures. Bon, on s'est laissé un peu plus de temps, hein, parce que sa prise de sang, mais vous pouvez aussi la contrôler à 48 heures, c'est tout à fait... Enfin, voilà, c'est pour les contrôles, c'est à partir de 48 heures, c'est bien, et nous, on s'est laissé un peu plus de temps, parce que c'est quand même du clomide, ça peut mettre un peu de temps à réagir aussi. En général, on se laisse 3 contrôles pour voir comment ça évolue. Donc là, on est au 3e contrôle. On a fait exprès de lui laisser plus longtemps pour la contrôler et vous retrouvez avec la même échographie, rien n'a bougé. Son oestradiol, il est toujours assez bas, il a un peu fluctué, mais en fait, c'est le même taux. En gros, elle a 67,6. Sa LH, elle fait que fluctuer et sa progestérone est à 0,1. Qu'est-ce que vous lui proposez? Est-ce qu'on refait un contrôle à plus de 48 heures? Est-ce qu'on fait à 48 heures? Qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on va plutôt la stopper. Là, ça fait 3 contrôles. Vous lui avez laissé pas mal de temps pour faire les contrôles. Il se passe rien. Vous savez qu'avec le Covid, il peut y avoir des cycles où il ne va rien se passer et qu'il faut retenter, effectivement. Oui, pour déclencher ses règles. Pour cette patiente, elle a des cycles, effectivement, qui sont très irréguliers. Si vous attendez miraculeusement que ses règles reviennent, vous allez attendre très longtemps, ou alors c'est 2 fois par an, quoi. Donc, alors d'ailleurs, est-ce que vous retentez avec du clomide? Est-ce que vous changez? Qu'est-ce que vous faites? 3 comprimés? 2 comprimés? Bon, attends, j'ai une question pour toi, Chloé. Il propose 3 comprimés de clomide. Pardon, j'ai... On en a parlé de la metformine, nous on le fait pas, vous pouvez le faire. C'est laissé possible par les recos européennes et américaines. Bon, je sais plus si elle a une insulinorésistance ou pas, on j'avais pas les infos. Pas trop les infos. Non. Mais c'est pas obligatoire de rajouter de la metformine, c'est pas une erreur si elle a un profil d'insulinorésistance. Il y a ça, vous savez, c'est la définition c'est les éléments. Il y a les éléments du syndrome métabolique qui peuvent vous faire dire qu'elle a une insulinorésistance. Il y a une SHBG augmentée et voilà, en gros, un surpoids et une obésité. C'est un faisceau d'arguments. J'arrête au milieu. Ouais. De toute façon, c'est le dernier cas, celui-ci, mais il est un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On arrête après cette slide si vous voulez. Bon, effectivement, en pratique, on avait quand même augmenté le clomide à 3 après sur la fiche, ça apparaît pas bien, mais c'était 3 comprimés.
Et on refait des contrôles comme tout à l'heure. Donc vous lui refaites un contrôle à J9. Bon, je vous ai passé que vous refaites un contrôle soit à 48 heures, soit plus tard. Et vous repassez de 103 d'œstradiol à 46,9 d'œstradiol. Donc elle chute de nouveau son œstradiol. Et sur l'échographie, bon, il y a l'impression qu'il y a quelques follicules en plus, mais c'est pas non plus énorme. Qu'est-ce que vous lui proposez à la patiente? On peut se dire on fait un 3e contrôle, peut-être à plus de 48 heures comme tout à l'heure aussi. Bon, après nous on est parti du principe que probablement elle refaisait un cycle qui fonctionnait pas bien, donc on s'est dit on avait arrêté tout de suite en pratique. Parce que ça avait chuté, on s'est dit mince, on va encore la revoir comme la dernière fois, il va rien se passer. Ouais, et 3 comprimés. À partir du 2e jour jusqu'au 6e jour, toujours. Ouais. Non, je vous ai dit jusqu'à J14, J15 du cycle. Ah oui, pardon. Alors la question c'est peut-on s'arrêter là à J11 en se disant elle a pas du tout répondu. Normalement. Et donc moi je l'aurais revu lundi là pour être sûre. Est-ce qu'elle répond ou pas? Parce que vous avez à l'écho, il a un peu grossi là, il y a un 12,5. En même temps, le stradiol a baissé. Je ne sais pas ce qui se passe. Soit elle répond pas, soit elle répond un peu tardivement. Donc je pense que la sécurité c'est de la revoir à lundi une dernière fois quoi. On sera à J14. Et alors, on a arrêté ou... Ouais, on a arrêté. Ah, nous, on a arrêté. Mais nous, on n'est pas des pros du clomide. Hein. Je tiens à vous le dire. Non, mais en fait, allez, le clomide, je pense, c'est 2% de nos cycles. On a très peu, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples. Parce qu'il avait chuté, oui, c'était la réflexion, mais la première fois, on avait fait les 3 contrôles, effectivement. Je pense qu'on n'est pas hyper au taquet sur le monitorage. J'ai pas trouvé beaucoup de cas. Et je vous ai dit, encore une fois, il y a des médecins différents, donc bon, chacun a ses convictions, mais moi, je l'aurais revu une dernière fois. À J14, J15, s'il ne se passe rien, vous pouvez vous dire qu'elle n'a pas répondu à votre dose de clomide. Ouais. Puis à 3. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce que vous lui proposez à la patiente? Il y en a qui drill, ouais, nous on fait pas. Bon, là, avec le clomide, ça marche pas très bien, le clomide. Non, mais chez nous, elle. on fait pas. Après, il y a des équipes, effectivement, 2e ligne de traitement, c'est gonado ou drilling. Hein. Après, vous pouvez vous dire, j'essaie la metformine, un ou deux cycles. Tout dépend, je me rappelle pas son âge. Elle est jeune, elle a 30 ans, la patiente. 30 ans. Mais nous, en pratique, on est passé au steam par gonado. Voilà, nous, on a fait ça. Voilà. Et puis, vous avez la suite avec les stimulations avec les gonadotrophines, mais ça, on l'a vu longuement avant, donc vous aurez la suite si vous voulez regarder comment on a pris en charge cette patiente et plein d'autres exemples. Demain, ça reprend à 8h avec un cours de sexo pour commencer la journée en forme. Et n'oubliez pas de répondre au questionnaire, s'il vous plaît, c'est très important pour nous. Et donc, vous allez le recevoir, je pense que vous l'avez déjà reçu même, d'ailleurs, parce que j'ai vu le mail. Et voilà. Et donc au questionnaire envoyé cet après-midi, plus au questionnaire pour évaluer les cours. Merci beaucoup à tous.